Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce premier coup de chaud sur la région. D'abord un immense merci pour votre fidélité. En effet, vous êtes et vous avez été nombreux à suivre ces débats de l'entre-deux tours en lieu et place de votre question pour un champion. Au total, France 3 Rhône-Alpes aura diffusé 14 débats à 14 villes où la télévision régionale publique a fait son maximum pour faire vivre le débat démocratique. Ce soir, c'est l'ultime confrontation. L'une des plus excitantes, je l'avoue, à 3 jours du second tour, l'élection pour la métropole de Lyon. Cette émission est fabriquée en partenariat avec Le Progrès, d'où la présence à mes côtés de Francis Ziegelmeyer. Bonsoir Francis. Bonsoir Olivier. Vous êtes le directeur départemental du Progrès Rhône. Je vous laisse commencer la présentation de nos invités, candidats finalistes. Bonsoir Bruno Bernard. Alors vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts, vous conduisez la liste Les écologistes et la gauche avec Bruno Bernard et vous êtes le favori de cette élection. François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Vous conduisez la liste La Force du Rassemblement. Le rassemblement dont il est question, c'est la fusion donc entre vos listes des Républicains de premier tour et celle de Gérard Collomb. Je rajoute également que vous êtes sénateur du Rhône. Bonsoir, David Kimmelfeld. Vous êtes le président sortant de cette élection, ancien dauphin de Gérard Collomb avec lequel vous êtes fâché. Vous présentez sous l'étiquette Divers Centres et vous menez la liste ensemble avant tout. Dans cette émission, nous allons parler un peu de stratégie politique, mais surtout nous allons, messieurs, vous poser 4 questions simples, 4 questions si le temps nous le permet. Comment la métropole peut-elle amortir les effets de la crise économique? Comment mieux se déplacer dans l'agglomération? Comment mieux respirer dans la ville? Et comment mieux vivre ensemble dans la métropole? Un programme chargé, et oui, nous sommes un petit peu gourmands, on va le dire comme ça. Bref, avant d'entendre les candidats, d'abord ce rappel des enjeux de cette inédite et bien incertaine élection métropolitaine. Bien malin ou bien imprudent, ceux qui s'aventurent à prédire le nom du futur président de la métropole, tant les incertitudes sont nombreuses. On pourrait parler de cet entre-deux tours historiquement long, d'une campagne électorale très contrainte et qui ne semble pas passionnée. On pourrait aussi évoquer l'abstention record du premier tour. De 60% sur la circonscription Lyon-Nord à plus de 70% à la porte du sud de la métropole. Quel niveau atteindra-t-elle dimanche? C'est l'un des enjeux. Mais d'autres données viennent encore compliquer l'analyse. Le scrutin d'abord. La métropole est divisée en 14 circonscriptions. Ce sont donc 14 élections qui se jouent, avec à chaque fois un nombre de candidats différents. Le 15 mars, les écologistes sont arrivés premiers dans 8 circonscriptions, essentiellement au cœur de l'agglomération. Les Républicains, eux, ont viré en tête dans 4 d'entre elles, plus excentrées. La liste Kimmelfeld s'est imposée dans le Val-de-Saône. Et c'est tout. Une seule circonscription, tout comme la liste de la gauche unie, qui depuis a fusionné avec les Verts. Les fusions, justement, c'est l'autre donnée qui vient troubler ces projections. Les Républicains se sont alliés aux listes Collomb, les écologistes avec le reste de la gauche, et David Kimmelfeld est reparti seul. Une simple addition des résultats donne un avantage aux écologistes de Bruno Bernard face aux listes Buffet-Collomb. Mais la fusion ne fait pas l'addition. La mathématique électorale est plus subtile, plus imprévisible. Sans parler de ce 3e tour, jeudi prochain, où chaque élu devra voter à bulletin secret. Bref, on vous le disait, bien imprudent, ce qui se risque à prédire l'issue de ce scrutin très incertain. Et pour ce 3e tour, il y a un chiffre magique, c'est 76. 76, c'est le nombre de conseillers métropolitains qui permet donc d'obtenir la majorité absolue. Justement, Bruno Bernard, si au soir du 2e tour, vous n'avez pas la majorité, avec qui êtes-vous prêt à gouverner? Avec David Kimmelfeld ou avec aucun des deux, ni avec François-Noël Buffet, quitte à rester dans l'opposition? Vous venez de le dire, nous avons été en tête sur 9 des 14 circonscriptions. Moi, mon enjeu, jusqu'à dimanche, c'est d'être en tête sur le maximum de circonscriptions et d'avoir une majorité absolue. Et nous sommes les seuls à pouvoir l'avoir et à donner une stabilité à cette agglomération. Un projet qui a été clair, défendu devant les électeurs, autour de la transition écologique et de la justice sociale. Nous avons fusionné nos listes avec la gauche, en toute clarté, toute transparence, et nous ferons le nécessaire pour être majoritaire dimanche et ne pas avoir ce type de questions à se poser. Si vous n'êtes pas majoritaire, alors est-ce que vous êtes prêt à rester dans l'opposition? Nous, ça sera toujours autour d'un projet. Donc ceux qui voudront travailler avec nous sur ce projet, nous ouvrirons au-delà si nécessaire. Donc des alliances sont possibles et vous pouvez, par exemple, mettre en jeu la présidence de la métropole? Les alliances ont toujours été possibles. Nous avons toujours dit, on s'est dit autour d'un projet. Est-ce que vous êtes prêt à céder la place de président possible? Écoutez, nous verrons le résultat. Moi, je fais le nécessaire pour être élu dès dimanche soir.
François-Noël Buffet, pendant cette deuxième partie de campagne, le ton s'est considérablement durci, voire limite parfois un petit peu violent. Notamment de votre côté, vous avez traité les écologistes de menteurs, d'incompétents, père fouettard, baratin dogmatique, péril vert. Je voulais savoir, Monsieur Buffet, cette forme de diabolisation, je vais l'appeler comme ça, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quoi? C'est un signe de fébrilité, voire de panique? J'espère que M. Michel, vous avez vérifié ce que vous venez de dire, parce que je n'ai jamais tenu de tels propos. Si, en tous les cas, personnellement, vous parlez des mensonges. Personnellement, je ne crois pas avoir tenu ces propos. En tous les cas, ça me paraît tout à fait incertain, parce que ce n'est pas mon habitude en politique. Menteur sans doute, mais pour le reste, non. Je voudrais... j'ai toujours en politique respecté mes contradicteurs et combattu les idées. En revanche, je peux être effectivement en désaccord profond en disant qu'un certain nombre de sujets ne sont pas abordés de façon réelle et que tout n'est pas sur la table pour en apprécier la situation. Je vous le confirme. Cela dit, moi je pense que cette élection, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, nous pouvons nous aussi, et nous allons la remporter avec ce Graal des 76 sièges. La règle électorale est simple. Celui qui arrive en tête dans la circonscription dans laquelle il est candidat emporte 50% des sièges et un peu plus. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans le débat, il n'y a que deux listes qui sont capables de le faire. Soit celle de M. Bernard, les Verts alliés à la France Insoumise, soit moi-même, rassemblé avec Gérard Collomb, dans un projet à la fois attractif de développement économique et écologique pour une écologie positive, mais aussi avec le développement durable comme étant le socle de toutes nos politiques. Vous êtes prêt à faire alliance avec... Moi, j'ai tendu la main à monsieur. J'ai tendu la main à Gérard Collomb, qui l'a accepté. J'ai tendu la main à David Kimmenfeld tout de suite, qui me l'a refusé. J'ai entendu d'ailleurs ce matin, dans les débats que nous avions à d'autres endroits, qu'il reprenait beaucoup de nos idées. Et je regrette qu'il ait refusé la main tendue. En tous les cas, il doit poursuivre sans doute, je le crois, un autre objectif que celui de ce grand rassemblement que je souhaitais. Justement, David Kimmelfeld, vous jouez depuis le début de cette élection la carte du troisième tour, en rappelant que vous pouvez gouverner avec tout le monde. Ça pourrait être avec Bruno Bernard, mais aussi avec François-Noël Buffet, alors à moins que vous ayez refusé, ou certains de ses amis peut-être. D'abord, le danger dans une élection, François-Noël Buffet en est la parfaite expression, c'est la certitude. Il n'y a que deux camps qui peuvent emporter cette élection métropolitaine. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 candidats. Et aujourd'hui, les jeux restent totalement ouverts. Et qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui nos concitoyens? C'est pas de savoir qui va fusionner avec qui a fusionné avec qui, si vous le permettez. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est la situation de cette métropole aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens qui ont perdu leurs proches dans cette période-là. Il y a un certain nombre de gens qui s'interrogent sur leur emploi à la rentrée. Il y a un certain nombre de jeunes diplômés qui ne savent pas s'ils trouveront un emploi à la rentrée. Et le travail que nous menons aujourd'hui, jusqu'à demain soir, je crois, c'est de présenter nos propositions concrètes, et c'est sur ces propositions concrètes, d'abord et avant tout, que les électeurs et les électrices vont se prononcer. Et mon travail, moi, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, c'est de montrer qu'effectivement, avec un programme de premier tour, eh bien, nous avons des propositions autres, différentes, enrichies dans le programme du second tour, parce que la situation est totalement différente. Et c'est ce qui intéresse les gens. D'ailleurs, vous l'avez dit, on va passer à des choses extrêmement concrètes. L'économie, l'emploi, le transport, la santé, les solidarités. Et ma foi, une élection, ça sert à ça. Ça sert à faire des propositions, plus que de commenter en permanence les fusions qui ont eu lieu, qui auraient pu avoir lieu, les mains tendues, celles qui se sont refermées. Oui, mais elles disent des choses, voilà. Monsieur Kimmelfeld. C'est bien pour ça qu'on vous a posé la question, et on ne va pas consacrer l'entièreté du débat à ces questions-là. Mais justement, même si vous n'avez pas répondu. Voilà. Je vous ai répondu précisément. C'est d'abord et avant tout la réponse aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. Eh bien, parmi les problèmes quotidiens, cette question, c'est la première question qu'on voulait vous poser, messieurs, parce qu'elle nous semble assez centrale. Comment la métropole peut-elle amortir les effets de la crise économique, crise sociale également, qui va avec, et on pense notamment à ce qui nous attend peut-être cet automne. Monsieur Kimmelfeld, dans vos propositions, vous en faites une qui nous a un peu interpellés. Vous créez un fonds de 200 millions d'euros pour prendre des parts dans les entreprises en difficulté. C'est une forme de nationalisation en version locale. Aujourd'hui, légalement, juridiquement, on peut faire ce genre de choses. Oui, le gouvernement peut nous donner l'autorisation d'expérimenter à travers la loi ces nationalisations locales. Et ces nationalisations locales, elles sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Elles se feront en lien, bien évidemment, avec les acteurs économiques, elles se feront en lien avec les chefs d'entreprise. Et elles servent à quoi ? Elles servent à accompagner un certain nombre d'entreprises, et de nombreuses entreprises vont être dans la difficulté. Des entreprises d'ailleurs stratégiques pour notre territoire et notre métropole. L'idée, c'est de venir d'un certain nombre de biotech, un certain nombre d'entreprises d'assistance à la personne. Ce qui a fait l'actualité de cette crise sanitaire, c'est de venir au capital de ces entreprises, de porter avec ces entrepreneurs pour éviter 2 choses. C'est soit les entreprises qui tombent,
Ça, c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour le développement de nos territoires. Soit les entreprises avec des gens qui rentrent au capital et qui leur sont hostiles. Donc, et cette proposition, juridiquement, on peut pas le faire. Maintenant, on attend d'avoir un nouveau. Nous en avons nouvelle déjà loi. discuté avec le gouvernement. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Il y aura besoin effectivement d'une autorisation gouvernementale et nous aurons cette autorisation pour expérimenter comme nous l'avons fait sur d'autres territoires et sur d'autres sujets. Ensuite, qui déciderait des entreprises? Mais je crois qu'il faut que ce soit l'ensemble des acteurs économiques avec nous qui décidions vers qui nous faisions porter nos efforts. Et puis, il y a une deuxième, si je peux me permettre, parce que c'est pas simplement la nationalisation locale. Au passage, qui est pas très original, le patron de la Banque européenne, la Banque centrale européenne, a fait la même proposition il y a quelques jours en disant il faudra aussi que la BCE monte au capital localement d'un certain nombre d'entreprises. Et puis la deuxième chose, c'est la relocalisation industrielle. Je crois qu'il faut que cette métropole prenne sa part à la relocalisation industrielle avec un fonds de 100 millions d'euros pour accompagner les entreprises qui doivent se relocaliser. Vous savez qu'on a un socle industriel extrêmement fort. Et moi, mes efforts sont tournés vers l'emploi parce que c'est une grande question. Je crois que tout le monde le partage. Vous avez vu les chiffres. Monsieur Kimmelfeld, on va essayer d'entendre tout le monde et notamment faire vivre le débat. Je vous voyais tiquer, François-Noël Buffet. Oui, parce que d'abord, Monsieur Kimmelfeld est président depuis 3 ans de la métropole, élu depuis longtemps. S'il avait voulu la réindustrialisation du territoire, je pense qu'il aurait pu agir sur cette période. C'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les nationalisations, c'est aujourd'hui pas possible. Donc c'est une promesse faite pour l'avenir, sans qu'on ait la certitude que d'ailleurs le gouvernement nous donne l'autorisation. J'imagine que c'est plus un effet de plateau qu'un effet de réalité, vraiment. La troisième chose, c'est que c'est le retour à 1981 pour les plus anciens d'entre nous. Donc on revient aux grandes périodes du Parti socialiste de François Mitterrand qui avait nationalisé. On en a vu le résultat, ça a été arrêté. En revanche, au-delà de la simple critique, je pense que l'important, c'est de soutenir notre tissu économique. Et il y a plusieurs façons de soutenir le tissu économique. Une d'entre elles, notamment, c'est de continuer de pousser nos filières d'excellence. Il y en a les clean tech, les biotech, tous les sujets liés à la sécurité. Nous avons beaucoup d'entreprises qui sont hyper compétentes dans le sujet. Il faut les pousser. Il faut aussi aider les entreprises les plus petites, PME, PMI, petits commerces. Il y a un dispositif qui existe de préemption éventuellement de fonds de commerce qui permet de maîtriser les choses. Ça, on peut parfaitement le faire à un coût qui reste modeste. Et ça, il faut quand même l'avoir aussi en tête. Et puis enfin, c'est une politique d'investissement. Cette politique d'investissement, elle porte notamment à la fois sur la commande publique. C'est à travers, par exemple, on en parlera peut-être, 4 milliards d'euros pour les mobilités. Très vite, c'est d'engager une politique de rénovation énergétique dans le bâtiment. C'est 20% de logements supplémentaires à construire. Et c'est tout un accompagnement qui fait que à l'issue, on relance la machine et on relance l'économie. 34%, il faut quand même que nos auditeurs aient en tête une chose. 34, je crois que c'est l'activité économique sur Auvergne-Rhône-Alpes et Métropole a baissé de 34%. 40% des entreprises ont fait un chiffre d'affaires entre 0 et moins 70. L'urgence économique, elle est là. Et je redis, parce que nous avons été les premiers. On va organiser le débat. Je redis que l'emploi est la priorité absolue. Qu'est-ce qui a changé la crise du Covid? C'est la volonté de mettre l'emploi au cœur de l'action publique. Bruno Bernard, il y a des mots, j'imagine, qui résonnent quand vous entendez vert, quand vous entendez aussi commande publique. C'est ce que j'ai lu du reste dans votre programme. Tout à fait. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, de confrères, puisque j'en suis moi-même un. Personne ne me demande de rentrer dans le capital des entreprises. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, d'accompagnement avec le chômage partiel, d'aide pour la trésorerie. C'est utile, mais ils me disent tous la même chose. Maintenant, on a besoin de travail pour remplir nos carnets de commandes et pouvoir faire du business. C'est ça l'enjeu. Et donc notre premier rôle, par notre commande publique, puisque nous sommes le plus gros acteur économique du territoire, c'est d'accélérer nos processus de décision et de commande dès le mois de juillet. Ça passe, par exemple, par débloquer les projets qui traînent un peu pour des raisons de PLUH, d'élections municipales qui étaient un peu bloquées pour les accélérer. Ça passe aussi par transformer notre commande publique, parce qu'il y a aussi le moyen terme et le long terme, vers des dispositifs qui permettent que ceux qui respectent l'environnement, le social, soient avantagés. Par climat, par exemple. Voilà, tout à fait. Vous utilisez un mot aussi qui m'a un peu étonné. Vous peut-être m'expliquer. Vous dites on va aussi favoriser les entreprises qui ont de l'agilité, la démocratie, des organisations agilité. Vous entendez par quoi? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Celles qui mettent les salariés au cœur de la décision doivent être avantagées. Alors ça, c'est des mesures du long terme. Et à court terme, il faut aider les secteurs les plus touchés. Je pense notamment au tourisme, à l'événementiel ou encore la culture par des fonds d'urgence, puisque ces activités-là vont être touchés beaucoup plus longtemps. David Kimmelfeld. Non, je ne comprends toujours pas concrètement ce que veut faire M. Buffet, à part préempter les fonds de commerce et les murs, ce qui figure d'ailleurs, si je peux aller jusqu'au bout, M. Buffet. Non, vous ne voulez pas, en fait. M. Buffet, je vous en prie, on va laisser M. Kimmelfeld. On ne peut pas faire le candidat et l'animateur, ça fait beaucoup pour un seul homme, même sénateur. J'aurais plus de boulot, messieurs. Même sénateur.
Je vous répondrai. Moi, je réponds concrètement. Je parle de cette nationalisation locale avec un fonds de 200 millions d'euros, de relocalisation industrielle avec un fonds de 100 millions d'euros. Il faut chiffrer les choses. 400 millions déjà. Préemption des fonds de commerce et des murs avec un fonds de 50 millions d'euros. Il faut aller, bien sûr, sur la commande publique. On n'a pas attendu, d'ailleurs, les conseils pour le faire, puisque nous sommes passés d'une année sur l'autre de 400 millions d'euros à 700 millions d'euros d'investissement. Et quand François-Noël Buffet dit « Pourquoi vous n'avez pas fait avant ?» Il y a eu la crise, monsieur Buffet. Vous l'avez peut-être vécu d'un peu loin, du Sénat, mais nous l'avons vécu sur le terrain. Nous l'avons vécu concrètement. Nous avons pris des mesures d'urgence avec les entreprises, y compris d'ailleurs dans un consensus assez large, y compris d'ailleurs avec des membres de votre groupe. C'était très important de le faire. Nous l'avons fait, c'était de notre responsabilité. Et c'est la crise qui change bien évidemment les choses. Crise économique et crise sociale, mais je pense qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur les mesures de solidarité extrêmement importantes. Merci. Je crois sincèrement... Kimmelfeld, il faut modérer le propos et la façon de dire les choses. Vous étiez en responsabilité pendant cette crise. Sur la métropole, vous n'avez pas été le seul. Tous les élus locaux se sont mobilisés. Le parlementaire que j'étais a travaillé largement dans son mandat de parlementaire, mais aussi sur le territoire. Je n'accepte pas de votre part d'être mis en cause de quelque manière que ce soit, que les choses soient claires. La deuxième chose, en ce qui concerne le programme que nous proposons, notamment le programme de développement économique. Je vous ai cité un certain nombre d'opérations qui sont extrêmement importantes. Ce sont des intentions, ce ne sont pas des intentions, c'est la réalité. La réalité, c'est dès lors que l'on... C'est pas du verbe, monsieur, c'est vous qui... Quand vous dites vous accompagnez les filières, qu'est-ce que vous faites? On continue de les aider sur le plan financier, on continue de faciliter leur implantation sur le territoire, on continue de faciliter les investissements en matière de voirie et de déplacement pour régler les problèmes de mobilité. Je vous signale, monsieur, je vais vous répondre, monsieur Kimmelfeld. J'ai réclamé depuis de nombreuses années que l'on fasse de la préemption de foncier, que l'on constitue des réserves foncières. Pendant des années, la métropole et la communauté m'a dit non, pas question, nous n'avons pas besoin. Je note, cher monsieur, que ça a été mis en place il y a à peine 1 an et demi. Sous ma présidence. Et enfin, ça a été évoqué. C'est très bien que ce soit sous votre présidence. Ça reste insuffisant, mais je note qu'avant que vous soyez président, même après que vous ayez été président, et toute cette période antérieure, cela n'a pas été fait. Vous faisiez partie de l'exécutif. Je le redis très simplement. Bruno Bernard, donc il faut modérer vos propos et la façon dont vous adressez à vos collègues, par ailleurs contradicteurs. Merci, monsieur Buffet. Merci, monsieur Kimmelfeld. Si je peux exister, ça serait quand même plutôt bien, parce que là tout m'échappe. Là. Il faut être candidat. Ah oui, je suis candidat à la présentation à France 3, c'est déjà pas mal, croyez-moi. Monsieur Bernard, une critique qu'on a beaucoup entendue qui concerne votre mouvement politique, c'est la critique derrière de l'incompétence, que vous n'avez pas aujourd'hui très clairement identifié les points sur lesquels vous voulez agir pour relancer l'emploi, pour relancer la commande. Et j'ai lu, et vous allez me le confirmer, que vous comptiez garder les grands chantiers aujourd'hui qui sont lancés par la métropole. Est-ce que vous pouvez confirmer ce soir? Alors, il y a les chantiers en cours qu'on veut débloquer. Mais naturellement, on va modifier des choses. À la Pardieu, pour tout à fait. Le chantier emblématique on va finir des constructions qui sont en cours naturellement. Après, on va arrêter de construire du bureau à la Pardieu pour mieux répartir les activités de bureau sur Lyon et sur l'ensemble de la métropole. Donc, on va faire différemment. Ensuite, je tiens à dire que notre projet crée de l'emploi. Quand on fait de l'isolation des logements, on va faire 10 000 logements isolés par an. C'est bon pour le climat, puisqu'on réduit les gaz à effet de serre. C'est bon pour la facture énergétique des habitants. Donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est aussi 200 millions d'euros de travaux pour les entreprises du bâtiment local. Quand on fait 450 km de réseau express vélo, c'est du travail pour les travaux publics. Une démarche zéro déchet qu'on met en place, c'est 5 000 emplois créés dans la sensibilisation, le tri, le recyclage. Donc on redonne du sens à l'économie. Conditionner cela souvent en des aides aux entreprises contre un engagement écologique. Alors par exemple, une entreprise comme Renault Truck qui est en difficulté aujourd'hui, qui licencie 360 personnes, faites comment? D'abord, Renault Truck n'est pas en difficulté. Le groupe Volvo a fait 10% de résultats nets l'année passée. C'est exceptionnel pour ce type de choses. Une entreprise comme celle-ci qui est en difficulté, si son engagement écologique je vous le dis, celle-ci n'est pas en difficulté. Pour des questions de rentabilité des actionnaires, elle veut licencier. Et pour aller faire de la production ailleurs en termes de développement. Prenons une activité qui fabrique aujourd'hui de la peinture ou quelque chose comme ça. Nous, c'est à travers notre politique d'achat. 700 millions d'euros par an d'achat qu'on veut mobiliser les entreprises vers un cycle plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. Et oui, nous assumons petit à petit. Nous allons faire un schéma d'achat avec les citoyens, avec les entrepreneurs, pour avantager le tissu local, mais pour être plus respectueux et de l'environnement et du social. Alors je vais vous dire quelque chose, messieurs. C'est vrai que le temps passe, vous l'avez remarqué, et il va très vite. Je voudrais qu'on aborde le deuxième chapitre parce qu'il concerne aussi la vie quotidienne de beaucoup d'habitants de la métropole. La deuxième question simple qu'on vous pose, c'est comment mieux se déplacer à Lyon. Et je vais adresser ma première question à vous, Bruno Bernard. Quand on lit votre programme, on sent qu'il y a un choix plutôt pour le transport de surface que pour le transport souterrain.
le métro. Je me demandais si c'était pas un peu contre-productif aujourd'hui d'opposer les modes de transport quand on proclame qu'on veut défendre finalement la qualité du climat aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Simplement, le métro, c'est 10-15 ans pour faire un métro. Sur la mandature qui va s'écouler, 0 station métro ouverte. La dernière, c'est Oullin en 2013. Donc la réalité, elle est là. On a fait 7 km de tram, là, on aurait pu en faire beaucoup plus. Nous, on veut passer à 20 km de tram, c'est 20% de bus de plus, c'est des télécabines, c'est aussi lancer un métro. Et tout ça est complémentaire. Il faut offrir des solutions alternatives à chaque habitant. Vous avez déjà posé la question, par exemple, sur la ligne E du métro, qui est un thème dans cette campagne, qui part de la Pardieu jusqu'à l'Étoile d'Alaï, entre Tassin et Craponne. Là... C'est ce que j'appelle une ligne politique, une promesse électorale de Gérard Collomb en 2014, qui est maintenant avec M. Buffet, qui était à l'époque avec M. Kimmelfeld, qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est lancer une ligne de métro dans ce mandat. Donc soit on fait la ligne E, soit on prolonge là à mes yeux, soit la B à Rieux-Caluire, soit la D, il faut faire un choix. Et moi, notre responsabilité, c'est de faire la ligne qui est la plus efficace pour les habitants. Donc on va regarder des études. Le métro vient d'avoir des études qui se terminent pour voir jusqu'à Pardieu. Mais par exemple, je crois que Pardieu, Bellecour, avec la ligne E, c'est 400-500 millions d'euros de coût pour 10 ou 15 ans, alors qu'on peut faire un tramway pour 30 millions en quelques années. D'accord, c'est le politique chez vous. Tout à fait. David Kimmelfeld. Quelle est la question qui nous est posée sur les transports ? C'est la question du quotidien, c'est-à-dire la personne qui le matin doit choisir son mode de transport. Qu'est-ce qu'elle veut, la personne qui choisit son mode de transport, avant de savoir si elle va sauver la planète ? Elle veut d'abord savoir si elle va aller d'un point A à un point B, en l'occurrence de son domicile à son lieu de travail, bien souvent, ou son activité, que ça lui coûte le moins cher possible, que ça soit le plus fiable, que ça soit en sécurité et que ça soit régulier. C'est ça la question qui nous est posée d'abord et avant tout. Et dans les territoires de la métropole, les situations sont tout à fait différentes les unes aux autres. Et puis, on s'adresse à des personnes différentes. On ne va pas mettre toutes les personnes âgées sur des vélos dès demain matin. On ne va pas mettre tous les enfants sur des vélos dès demain matin. Donc il faut répondre de manière extrêmement précise par territoire. La deuxième chose, c'est la temporalité. Bruno Bernard l'a dit, tout le monde a un plan métro. Peu présent au départ dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, mais tout le monde a un plan métro, un plan transport en commun à 10 ans. Mais dans ces 10 ans qui vont s'écouler, est-ce que l'aide-soignante qui a 50 ans aujourd'hui et qui se rend à l'hôpital de la Croix-Rousse en habitant en deuxième couronne, elle va attendre 10 ans, je l'espère quand elle sera à la retraite, à 60 ans, pour avoir ses solutions. Et moi, je propose que dans cette temporalité du long terme, eh bien, il faut une temporalité du court terme. Et le court terme, si je peux aller jusqu'au bout de ma démonstration, s'il vous plaît, c'est des parkings relais importants, avec des lignes de bus express, avec des voies réservées. On a vu dans la dernière période qu'on était capable de déployer ça de manière extrêmement forte pour pouvoir relier ce qu'on appelle les lignes fortes de transport, c'est-à-dire les terminus des métros ou des tramways. Il faut répondre rapidement à nos concitoyens. Et si en plus, parce que ça sera le cas, on améliore le climat, eh bien, ça sera gagnant-gagnant. Voilà la philosophie en matière de transport. François-Noël Buffet, la proposition qui structure votre thématique sur le transport, c'est 4, on dit RER à la lyonnaise, en fait il y en a 4, c'est ça, 4 lignes RER à la lyonnaise. La réalité, c'est qu'en matière de transport, il faut avoir une vision globale et cohérente, qui s'inscrivent à la fois dans le court terme et à la fois dans le long terme, et qui répondent aussi à une situation existante. Si l'on veut, et le but, quel est-il ? C'est de promouvoir au cœur de la métropole les déplacements mode doux, les pistes cyclables, naturellement, pas seulement les déplacements piétons, mais aussi les déplacements transports en commun, évidemment, et limiter la place de la voiture. Aujourd'hui, depuis 10 ans, la place de la voiture a baissé de 40% au sein de Lyon et Villeurbanne. La problématique, c'est les 250 000 véhicules jour qui essayent de rentrer à l'intérieur de la métropole tous les matins de la semaine, sauf peut-être le dimanche, je vous l'accorde. Donc il faut aller chercher assez loin, c'est-à-dire à 20 ou 30 km, les habitants pour qu'ils laissent leur voiture et prennent plutôt le train, c'est l'idée du RER à la lyonnaise, pour ensuite être abattus sur des lignes de métro, et puis ensuite, ou prendre les transports en commun, bus à haut niveau de service, également navette fluviale, puisque nous voulons desservir notamment le Val-de-Saône. C'est 4 milliards que nous mettons sur la table pour les réaliser dans le cours de ce mandat. J'entends bien les notions, on m'a évoqué tout à l'heure les notions de pistes de voies bus qui ont été décidées en toute hâte ces derniers temps. On a appelé ça l'urbanisme, j'ai entendu qu'on appelait ça l'urbanisme tactique. L'urbanisme, je sais ce que c'est. Tactique, je pense que ça ne l'a pas été. La preuve en est, c'est que ça a occasionné plus de bouchons et de difficultés et qu'il a fallu rétropédaler et que la métropole a rétropédalé. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que, au-delà du coût, simplement, au sens coût politique, au coût médiatique qui voulait être fait, ce qui est important, c'est la cohérence du dispositif. Pourquoi pas s'organiser de cette manière-là, à condition qu'on ait une vision globale ? Alors je termine quand même, s'il vous plaît. Il y a des choses qui peuvent être faites immédiatement,
d'autres qui le seront un peu plus longues. Le travail avec la région est assuré. La loi LOM nous permet d'avoir des cofinancements, notamment sur les réseaux ferrés qu'on pourra utiliser en RER. Et la ligne E du métro, les études sont terminées au sein de Citral, et on peut rentrer dans le cours de ce mandat sur un début Je sais que le d'exécution. thème est compliqué, mais je vous demande, messieurs, s'il vous plaît, votre prise de parole, de les faire un petit peu moins longues, et je vous relance. Bruno Bernard. Alors, sur le réseau express RER à la lyonnaise, moi j'y suis favorable. Le problème, c'est que la région, pour l'instant, a enlevé des moyens au train. Donc, j'espère que ça va changer très vite. Moi, je vais insister sur quelque chose d'important qui est la marche à pied. Il faut vraiment sanctuariser les trottoirs. Enlever les voitures, les vélos, les trottinettes des trottoirs, sécuriser les abords des écoles, élargir ces trottoirs, végétaliser la ville, mettre des bornes à haut des bancs et faciliter la marche à pied. C'est quand même le moyen de se déplacer pour les courtes distances les plus fortes. Il faut que quand il y a des travaux, Pour le respecte cœur de la métropole, on est d'accord. Oui, mais même, ça marche. mais même pour d'autres villes, on peut aussi déjà avoir des trottoirs, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. En effet, pour faire 1 kilomètre, les gens du coup ne se sentent pas en sécurité et prennent leur voiture pour aller à la boulangerie. Et donc il y a, y compris sur les autres communes de la métropole, un gros travail à faire sur les piétons. David Kimmelfeld. Non, je compléterai simplement en réexpliquant qu'il faut aller vite et que le plan qu'indique François-Noël Buffet, finalement, tout le monde y souscrit. D'ailleurs, ça sera à 10 ans ou 15 ans, donc celles et ceux qui aujourd'hui le vendent ne seront pas les comptables de ce qui sera fait ou pas fait dans 10 ou 15 ans au passage. Mais il faut répondre aussi rapidement. C'est pour ça que ces lignes de bus express avec des voies réservées qui permettent, dans les 2 ans qui viennent, de répondre d'abord et avant tout au problème de la circulation dans cette métropole est important. J'ai oublié de le dire aussi, pardon. Il faut sécuriser les transports en commun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai compris que François-Noël Buffet n'était pas tout à fait d'accord avec cette proposition de sécuriser les transports en commun à travers la création d'une police métropolitaine. C'est ce que je m'engage à faire aussi sur les transports en commun. Ça me paraît aussi important que la fiabilité et que la régularité des transports en Je peux commun. vous demander une réponse de trois phrases, s'il vous plaît? Parce que vous parliez, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. La sécurité, c'est un sujet prioritaire, tolérance zéro. On donne les moyens aux communes d'investir, de créer de la vidéosurveillance. On crée un centre de supervision urbaine. La sécurité des transports, évidemment, c'est fondamental. Embaucher 300 policiers à la métropole, c'est dépenser 12 millions d'euros sur un trait de plume immédiatement, et c'est ensuite, peut-être même plus, et c'est ensuite vider totalement les communes qui ont des policiers municipaux qui viendront sur la métropole, alors que le principe même, c'est de préserver les communes et de bien laisser aux maires le pouvoir de police métropolitaine. En revanche, la métropole peut parfaitement les aider en termes de formation et d'investissement. Oui, non, monsieur Kimmelfeld, vous... Oui, quand même, sur la police métropolitaine, peut-être un petit mot. D'abord, c'est 0,5% du budget de fonctionnement de la métropole. Et je crois que la sécurité n'a pas de prix. Et quand on est à ce niveau-là de pourcentage, je pense qu'on peut l'assumer. La deuxième chose, je crois que pour vous, rien n'a de prix. La deuxième chose, si monsieur depuis quelques semaines, vous ça a beaucoup de prix, car j'ai géré cette métropole. Je gère cette et métropole. on additionne. Je gère cette métropole. Et d'ailleurs, vous avez voté avec nous, d'ailleurs, je crois, le compte administratif. Et il était extrêmement bon. Et donc, un bilan extrêmement bon. Simplement, je dis simplement que François-Noël Buffet sur la sécurité est un peu court. Il l'était moins pour soutenir le programme d'Étienne Blanc, qui lui voulait doubler les effectifs de la police municipale, ce qui coûtait aussi cher. Est-ce que monsieur Bernard, c'était Ville de Lyon. Messieurs, on ne va pas limiter ce débat à votre confrontation. Je ne suis pas Bruno Bernard. Un mot sur la sécurité, qui est un sujet important. Il y a déjà une police nationale, des polices municipales. Je ne pense pas qu'il faille rajouter une troisième police. Par contre, il faut, à travers l'aménagement urbain qu'on fait, tenir compte de la sécurité, notamment du bien-être des femmes. Il faut multiplier par 2 les éducateurs de rue pour faire de la prévention. C'est notre compétence depuis qu'on a le département. Et on a beaucoup de choses à faire sur la sécurité, mais c'est pas rajouter 300 une troisième police. C'est pas la compétence de la métropole. Aider les communes à installer. Dans les communes où c'est installé, je crois que vous avez eu un débat hier à Lyon que je n'ai pas eu le temps d'écouter, mais nous allons les maintenir, par exemple à Lyon, pour répondre. D'accord. Une question. Voilà, juste une question sur le déplacement. Vous êtes élu jeudi. Quelle est votre première décision tout de suite? Qu'est-ce que vous faites tout de suite pour le transport? Immédiatement, on mobilise les fonds pour engager les procédures, notamment de réalisation du métro. On augmente les périodes de transport en commun sur les temps de parcours et on se donne tout de suite la possibilité de négocier avec la région sur le RER. D'accord. Alors, c'est une politique de long terme. Donc une première mesure à faire, c'est de permettre au parc municipal Jonage d'être beaucoup mieux desservi, puisque beaucoup de personnes ne pourront pas partir en vacances, qu'on est en période de canicule, qu'on a un parc magnifique qui est sous-utilisé à cause d'accès difficile. Et donc on mettra des navettes bus qui desserviront tous les quartiers de la métropole pour aller au parc.
C'est bien sûr lancer les grands investissements, mais c'est aussi lancer immédiatement la construction de parkings relais en périphérie, avec ses bus express, avec ses voies réservées, pour répondre rapidement, et lancer la police métropolitaine, parce qu'au passage, M. Bruno Bernard disait le bien-être des femmes. Le bien-être des femmes, c'est aussi la sécurité dans les transports en commun, et ça ne se résout pas avec des verbes, mais avec des effectifs de police qui sécurisent les transports, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans d'autres métropoles. Vous voulez répondre, M. Bernard? Parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer. On est, nous, tenus d'assurer un équilibre des temps de parole. Et vous avez du retard, Bruno Bernard. Donc, si vous voulez répondre, et puis j'aurai une question spécifique sur les vélos. Je vais continuer, moi, sur les déplacements, pour dire qu'il faut aussi accompagner financièrement ceux qui ont une voiture et à qui on demande de l'abandonner. La voiture qui coûte beaucoup plus cher, d'ailleurs, que tout autre mode de transport. Mais nous allons donner une aide à tous ceux qui vont supprimer une voiture, une deuxième voiture, une première voiture, soit 500 € pour l'achat de vélo électrique, soit un abonnement gratuit d'un an au transport en commun. Oui, ça existe pour quelques semaines, et je ne sais pas si... Jusqu'à la fin de l'année, je pense. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer pour tous pendant 6 ans. Mais comme le dit M. Buffet, vous êtes dans une situation où il n'y a plus de limite à vos budgets, à vos propositions. Ou l'autopartage, ou de permettre... le temps. Là, très franchement, messieurs, parce que vous avez pris beaucoup de temps, mais puis l'émission dure limitée. J'ai une question, M. Bernard. Dans votre programme, vous dites on va équiper gratuitement 10 000 jeunes en vélo. 10 000 jeunes en vélo. Tout à fait. Et on est jeune jusqu'à quel âge? Alors, d'abord, on va lancer auprès des particuliers un moyen de récupérer tous les vélos inutilisés. Il y en a beaucoup qui sont dans les caves, qui ne sont pas toujours en état. On va les récupérer, faire travailler les ateliers de réparation qu'on veut développer pour qu'il y en ait beaucoup plus dans la métropole et les offrir, en effet, en 10 000 jeunes. Selon des critères qu'on va définir avec eux, mais probablement d'abord les boursiers, mais de façon plus globale, tous ceux... 10 000, c'est énorme, hein. Mais c'est pas du... il y a plus de... Vous savez qu'il y a plus de vélos aujourd'hui dans l'agglomération que de voitures. Simplement, il n'y en a pas autant qui sont utilisés. Donc on va les remettre en circulation. Voilà. Donc jusqu'à quel âge? Mais nous verrons. Vous savez que c'est pas tellement que ce soit 23 ou 25 ans. On mettra les critères avec les associations étudiantes, notamment, pour voir comment on les distribue. Pour clore ce chapitre, parce qu'on a parlé du vélo, on en avait beaucoup parlé lors de notre débat du premier tour. C'est vrai que c'est assez spectaculaire. Chacun, vous prévoyez plusieurs centaines de kilomètres de voies cyclables, de passer de 500 à 1000, ça c'est pour vous, Monsieur Buffet. 450 kilomètres de rêve réseau express vélo. Et vous voulez passer de 500 à 1500 kilomètres de pistes cyclables. Allez, on va passer au troisième thème parce que l'heure tourne. Comment mieux respirer en ville? Ça, c'est notre question toute simple. Comment mieux respirer en ville, Monsieur Buffet? Première chose, en matière de mobilité, on a évoqué le sujet, un investissement lourd sur les transports pour reprendre de la part transport en commun, diminuer l'impact de l'oxyde de carbone des voitures. Première chose. Deuxième chose, engager un programme puissant de rénovation thermique du patrimoine public ancien, mais également du patrimoine privé. On gagne 2 fois, je le rappelle. Ça, vous êtes à peu près tous d'accord sur cette question de la rénovation thermique. On gagne 2 fois. La première, d'abord parce qu'on gagne sur le climat et sur la qualité de l'environnement. Et ensuite, la seconde, on gagne en termes d'emploi, puisque ça génère 3 emplois supplémentaires par rapport à une construction en ici. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on continue de travailler sur les recherches et développements et l'innovation. Car si on n'est pas capable de faire cela, on ne prépare pas l'avenir. 2 exemples. L'entreprise Vicat, que nous avons visitée il y a quelques temps avec Gérard Collomb, aujourd'hui est une entreprise zéro déchet, produit des matériaux qui permettent de construire avec des matériaux parfaitement respectueux de l'environnement, bien au-delà d'ailleurs. On revoit si je termine parce que c'est important, on revoit la conception de l'espace public. Et l'arbre n'est plus simplement un élément de décor, mais c'est un élément co-substantiel de la nature et de l'aménagement de l'espace public. On lutte donc contre les problèmes d'îlots de chaleur sur les parties les plus urbaines. Ça doit être une démarche systématique. Il y a bien d'autres. Vous allez me détester, mais là, il faut que je puisse faire le tour de table parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. David Kimmelfeld, comment respirer mieux aujourd'hui? Comment faire plus, peut-être, qui n'a pas été fait dans les années qui ont précédé? Réponse. D'abord, sur le transport, on ne va pas y revenir. Végétalisation démarrée dans cette métropole. J'ai commencé à végétaliser les cours des collèges. C'est des cours qui dataient, qui étaient essentiellement bitumés. Donc, il fallait commencer. Nous avons commencé cette végétalisation. Il faut renforcer ces îlots de fraîcheur. J'ai fait un certain nombre de propositions sur l'ensemble de cette métropole pour faire en sorte de faire ce qu'on appelle des haltes fraîcheur rapidement. Moi, je suis obsédé aussi par l'immédiateté. Il faut faire rapidement. Il ne faut pas proposer des choses à 10 ou 15 ans. Il faut proposer des choses qui se fassent dans les
2 ans qui viennent, et ce qu'on appelle l'éco-rénovation, c'est-à-dire isoler les bâtiments. Mais les choses ont déjà commencé. J'ai doublé ce budget sur l'éco-rénovation, sur isoler les bâtiments, isoler les appartements depuis 2018. Et j'ai proposé, et je me réjouis que chacun revienne sur ces propositions-là, de passer de 60 millions d'euros, puisque c'est ce que nous aurons dépensé dans ce mandat, à 200 millions d'euros pour faire en sorte d'isoler les appartements en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement vertueux. Ça permet bien évidemment on est bien d'accord, c'est un chantier considérable. Mais c'est une des mesures, à mon sens, importante parce qu'elle montre la synthèse de tout ça. C'est une filière d'emploi que l'on développe. À travers ça, c'est du travail. Et puis, c'est bien évidemment, ça répond aussi à la précarité énergétique. Les questions de solidarité, je ne sais pas si vous allez les utiliser tout à l'heure, mais il est important aussi qu'on réponde aux plus fragiles. Temps, malheureusement. Non, mais plutôt que de développer des propositions, parce qu'on peut se rejoindre sur ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est qu'il faut faire les choses. La Convention citoyenne pour le climat, qui a donné ses conclusions, a donné ce qu'il fallait faire. Depuis 10 ans, on sait tout ça. Qu'il faut naturellement isoler plus. Qu'il faut développer les transports en commun. Mais ça n'a pas été fait suffisamment dans ce mandat, notamment sur les transports en commun. Et surtout, les politiques nationales défendues par la République En Marche, où se trouvent chez mes concurrents un certain nombre de soutiens de députés, ne permet pas de le faire. Donc aujourd'hui, l'enjeu climatique, l'enjeu pour la pollution, c'est de passer aux actes. Et pour ça, il faut voter le 28 juin pour les écolos et la gauche. Et c'est comme ça qu'ici, sur la métropole de Lyon et dans toutes les communes de France, qu'il sera possible de changer. Sinon, comme d'habitude, au-delà des discours, nous n'aurons rien. Messieurs, je vais vraiment vous décevoir, mais c'est déjà la fin de notre débat. C'est allé extrêmement vite et on aurait encore énormément de thématiques à balayer, à aborder, mais malheureusement, l'heure tourne. C'est donc, il est temps de passer finalement à la conclusion. Vous connaissez la règle du jeu, vous disposez chacun de 40 secondes pour conclure. Et on va commencer par vous, David Kimmelfeld. Donc le 28 juin, vous aurez le choix entre 3 candidats. 2 candidats qui sont ici, qui sont pris dans les équilibres de leur parti politique. Et puis un candidat, David Kimmelfeld, président de la métropole, qui a géré cette métropole pendant 3 ans, qui a fait le virage écologique et le virage social. David Kimmelfeld, président de la métropole, qui a fait en sorte de gérer cette crise pendant 3 mois. Et si le 28 juin, vous votez pour les listes Ensemble avant tout avec David Kimmelfeld, c'est quelque part voter pour des mesures concrètes et des mesures immédiates. Des mesures concrètes pour faire en sorte de soutenir l'emploi, mais aussi d'avoir une grande attention pour les plus fragiles et les plus précaires, ce que nous n'avons pas pu développer ce soir. Et bien évidemment, en ayant une réponse forte sur le climat. Merci. Je vous remercie. Merci David Kimmelfeld. François-Noël Buffet, c'est à vous. La rhétorique, moi, président, on l'a entendu il y a quelques années, on a vu où elle nous a emmenés. Les Français ont jugé. Nous souhaitons une métropole qui reste dynamique, une métropole qui prenne l'écologie comme l'écologie positive et la base de toutes ces politiques publiques. Nous souhaitons une métropole qui continue d'être attractive. Nous souhaitons une métropole qui protège notamment dans cette période son économie pour protéger son emploi et conserver sa richesse. La première des solidarités, c'est l'emploi et c'est véritablement notre credo principal. Alors, dimanche prochain, le 28 juin, il faut voter pour la force du rassemblement. Le rassemblement que nous avons voulu avec Gérard Collomb pour continuer de construire cette métropole que nous aimons. Merci François-Noël Buffet. Bruno Bernard, vos 40 secondes. Je serai le président du renouveau des pratiques, qui ne cumule pas les mandats, qui donne autant de place importante aux femmes qu'aux hommes. Dimanche, le vote est crucial pour une métropole plus respirable, où on peut se déplacer facilement, à pied, à vélo et en transport en commun. Une métropole plus solidaire, qui permette à chacune et chacun d'avoir accès à l'emploi et à un logement digne. Une métropole qui redonne du sens à l'économie par la transition écologique. Une métropole plus végétale, qui préserve la biodiversité et nous permette de mieux vivre les périodes de canicule. Une métropole exemplaire pour la préservation du climat, qui donne un avenir aux générations futures. Dimanche, je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous trois, même si cet échange peut paraître un peu court. Je pense que ça a permis aussi aux électeurs de la métropole d'être éclairés sur vos propositions. Merci Francis. Merci. Demain, vous retrouvez l'info de votre région dans le Progrès, un compte-rendu bien sûr de ce débat. Je tiens à exprimer aussi mes énormes remerciements à tous les professionnels de France 3 qui depuis 2 semaines ont travaillé pour fabriquer cette série de débats, au son, à la lumière, au pupitre vidéo, derrière les caméras, les scripts et puis les équipes du web qui ont vraiment, je peux le dire, assuré.
Spécial thank you à Carole Ginet. Le réalisateur s'appelle Bernard Perrin, rédaction en chef Xavier Roland. Demain, entre deux, à 11h53, Paul Satis reçoit Grégory Doucet. Je vous donne quant à moi un rendez-vous dimanche soir à partir de 19h pour la grande soirée électorale et pour 4 heures de direct. Croyez-moi, on ne devrait pas s'ennuyer. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci. Merci à vous.